Bonsoir et merci de prendre de votre temps précieux pour suivre cette formation. Nous sommes au premier principe de la quatrième partie du livre Les principes du succès. Et la quatrième partie, je l'adore. Créer un réseau de relations gagnantes. Les relations personnelles sont le terrain fertile d'où croissent tous les progrès, tous les succès et toutes les réalisations dans la vraie vie. Ben Stein, écrivain, acteur et animateur à la télévision. Voici maintenant le principe 48. Soyez ici et maintenant. Écoutez des centaines de fois, réfléchissez des millions de fois, ne parlez qu'une fois. Source anonyme. Il y a une grande différence entre entendre, c'est-à-dire recevoir passivement une information, et vraiment écouter, qui est l'art de concentrer toute son attention, l'esprit en éveil, dans l'intention de comprendre l'intégralité de ce que l'on vous communique. Contrairement à ce qui se passe lorsque vous ne faites que prêter l'oreille, la véritable écoute implique que votre regard demeure en contact avec celui de votre interlocuteur, que vous êtes attentif à son langage corporel, que vous posiez des questions et que vous vous efforciez de comprendre tous les messages sous-entendus. Les journalistes sont rompus à l'art de l'écoute active. Il s'agit d'une technique d'interview par laquelle le reporter écoute tout en analysant l'information qu'il reçoit, ce qui lui permet de poser des questions pertinentes et plus profondes à son invité. C'est grâce à l'écoute active que les meilleurs reportages voient le jour, et c'est aussi le moyen par lequel nous pouvons améliorer nos relations avec les autres. Ce style d'écoute permet une compréhension précise et objective d'un point de vue, deux qualités essentielles du bon journalisme et deux attributs essentiels de toute relation. Écouter peut rapporter gros. Marcia Martin est une accompagnatrice de dirigeants d'entreprise. L'un de ses clients, premier vice-président d'une banque importante, lui a un jour demandé si elle pouvait l'aider à accroître l'efficacité des réunions de son équipe. Il lui expliqua que ses proches collaborateurs n'utilisaient pas ces réunions comme il l'aurait souhaité. Ils ne mettaient pas sur le tapis les enjeux importants, ne se concentraient pas sur l'essentiel et ne présentaient pas leur point de vue de la bonne manière. Lorsque Marcia lui demanda comment se déroulaient les réunions et quels étaient les problèmes rencontrés, il lui répondit qu'il amorçait toujours la rencontre en énumérant les sujets à l'ordre du jour. Il mettait ensuite en évidence les failles qu'il avait observées et ce qu'il attendait maintenant de ses collaborateurs. Lorsqu'il eut fini, Marcia se rendit bien compte que ce vice-président ne faisait que marteler sans interruption ses directives aux membres de son équipe. Marcia lui dit: « Je vous suggère de commencer la prochaine réunion par une seule phrase. Le but de cette rencontre est de me permettre de mieux comprendre ce qui se passe au sein de vos divers services, de connaître votre opinion sur les difficultés que vous éprouvez et ce que vous attendez de moi. Ensuite, restez silencieux, laissez-les parler jusqu'à ce qu'ils aient complètement vidé leur sac. S'ils arrêtent, encouragez-les à poursuivre en disant par exemple « Qu'y a-t-il d'autre ?» et laissez-les encore se pencher. Elle lui expliqua que ses collaborateurs n'avaient probablement jamais eu la chance d'exprimer adéquatement leurs émotions, leurs points de vue, leurs suggestions et leurs questions.
Il les bombardait de trop d'informations, imposait ses opinions et n'écoutait pas vraiment ce qu'ils avaient à dire. Elle lui recommanda de réserver 2 heures pour la prochaine réunion et de ne rien dire pendant cette période. Il ne devait qu'écouter, prendre des notes et faire quelques signes approbateurs de la tête. Être présent, se montrer intéressé, mais éviter d'intervenir. 3 jours plus tard, il eut un court entretien avec Marcia. Il lui confia qu'il venait d'avoir, avec son équipe, la réunion la plus productive et la plus animée de toute sa vie. Il avait fait exactement ce qu'elle lui avait suggéré. Il avait simplement écouté pendant toute la durée de la rencontre. Ce sont ses collaborateurs qui avaient fait les frais de la discussion. Ils avaient ainsi appris à connaître les difficultés qu'ils éprouvaient, ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Cette seule réunion lui avait appris davantage que toutes ces années d'expérience comme cadre supérieur. Discuter moins, écouter plus. J'ai fait un jour la connaissance d'un photographe de New York. Il voyage constamment dans les endroits les plus luxueux de la planète pour prendre les photographies de prestige que lui commandaient des clients aussi importants que Raylon ou Lancôme. Il me confia qu'à ses débuts, même s'il était persuadé de toujours offrir à ses clients exactement ce qu'ils demandaient, il restait toujours médusé parce qu'il n'aimait jamais ses premières épreuves. On lui aurait demandé de photographier les pyramides d'Égypte, ajouta-t-il. Il était certain qu'il aurait été contraint de les refaire. S'emporter ou discuter avec ses clients, même s'il était persuadé d'avoir fait exactement ce qu'on lui avait dit, n'arrangeait rien. Bien au contraire, il a plutôt appris, même si en temps il avait déjà perdu plusieurs contrats lucratifs, que tout ce qu'il avait à faire était de répondre « D'accord, voyons si j'ai bien compris ce que vous voulez maintenant. Vous voulez un peu plus de ceci ou un peu moins de cela, c'est bien ça? C'est bien, j'irai refaire ces photographies et je reviendrai vous les montrer ensuite. » En d'autres mots, il avait appris à moins discuter avec ceux qui payaient les factures et à écouter davantage, répondant aux attentes et raffinant son produit jusqu'à ce que ses clients soient satisfaits. Soyez intéressés plutôt qu'intéressants. Un autre piège dans lequel les gens tombent fréquemment est de chercher à tout prix à être intéressant plutôt que de se montrer intéressé à la personne qu'ils écoutent. Ils croient que parler constamment est la clé du succès en étalant leur expertise ou leur intelligence par leur discours et leurs commentaires. La meilleure façon d'établir des rapports avec les gens et de les gagner à votre cause est de vous intéresser réellement à eux et de les écouter avec la ferme intention d'apprendre à les connaître. Quand la personne sent vraiment que vous êtes intéressé à elle, à ce qu'elle ressent, elle s'ouvrira à vous et révélera ses véritables émotions beaucoup plus rapidement. Travaillez à cultiver une attitude de curiosité bienveillante. Intéressez-vous aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils pensent et à leur vision du monde. Quels sont leurs espoirs, leurs rêves, leurs pensées? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont les obstacles auxquels ils font face dans leur vie? Si vous voulez que les gens coopèrent avec vous, qu'ils vous apprécient ou qu'ils se confient à vous, vous devez vous montrer intéressé à eux. Plutôt que de vous concentrer sur vous-même, tournez votre attention vers eux. Soyez attentifs à ce qui les rend heureux ou malheureux. Lorsque vous aurez appris à diriger vos pensées vers les autres plutôt que sur vous-même, vous serez moins tendu. Vous pourrez agir et réagir avec plus d'à-propos. Votre productivité augmentera et vous aurez plus
de plaisir au travail et dans la vie. De plus, lorsque vous vous montrez intéressé, les gens répondent toujours favorablement. Ils recherchent votre compagnie, votre popularité grandira. Une question puissante. Lorsque j'ai assisté au cours de Dan Sullivan, Strategic Coach Programme, le programme de coaching stratégique, il m'a fait découvrir l'un des outils de communication les plus puissants que je connaisse. Il s'agit d'une méthode efficace pour établir une relation et créer un courant d'empathie avec une autre personne. Elle m'a ensuite bien servi tout dans ma vie personnelle, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Il s'agit d'une série de 4 questions. 1. Si nous devions nous rencontrer dans 3 ans, qu'est-ce que vous auriez à avoir accompli entre-temps pour vous sentir satisfait de vos progrès? Première question donc. Si nous devions nous rencontrer dans 3 ans, qu'est-ce que vous auriez à avoir accompli entre-temps pour vous sentir satisfait de vos progrès? 2. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous devez affronter et solutionner pour réussir? Deuxième question. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous devez affronter et solutionner pour réussir? 3. Quelles circonstances favorables à la réalisation de votre projet devrez-vous susciter ou exploiter pour atteindre votre but? Troisième question. Quelles circonstances favorables à la réalisation de votre projet devrez-vous susciter ou exploiter pour atteindre votre but? 4. Enfin, quels atouts devrez-vous encore renforcer et optimiser? Quelles habiletés et compétences qui vous font défaut en ce moment devrez-vous développer si vous voulez être en mesure de saisir ces occasions favorables? La dernière question, la quatrième, quels atouts devrez-vous encore renforcer et optimiser? Quelles habiletés et compétences qui vous font défaut en ce moment devrez-vous développer si vous voulez être en mesure de saisir ces occasions favorables? Environ une semaine après avoir appris cette méthode, je me trouvais en compagnie de ma sœur Kim, co-auteure de tous les livres Bouillon de poulet pour l'âme des ados. Je n'avais pas l'impression que nous faisions beaucoup de progrès dans nos efforts de rapprochement. J'ai alors décidé de mettre à l'épreuve cette nouvelle technique et d'écouter attentivement les réponses que j'obtiendrais. Lorsque je lui ai posé la première question, c'est comme si j'avais prononcé la formule magique ouvrant toutes grandes les écluses. Elle me parla de ses rêves et de ses projets d'avenir. J'estime qu'elle a parlé pendant 30 minutes sans interruption. Je lui ai alors posé la seconde question. Elle s'est lancée dans un nouveau monologue d'une quinzaine de minutes sans que je prononce un seul mot. Ensuite, j'ai enchaîné avec les 2 dernières questions. Au bout d'1 heure, elle s'arrêta. Elle affichait un sourire radieux, paraissait calme et détendue. Elle me sourit gentiment et dit, « Je pense que c'est la meilleure conversation que nous ayons jamais eue. Mes idées sont claires et nettes maintenant. Je sais exactement ce que je dois faire. Mais merci. » C'était ahurissant. Je n'avais pas prononcé une seule parole, sauf pour poser les 4 questions précédentes. C'est tout ce qu'il fallait à Kim pour mettre en branle le processus de clarification de ses propres aspirations. Elle n'avait jamais eu l'occasion de s'y livrer auparavant et de le faire en ma présence l'avait aidé à être plus lucide et plus détendu. J'ai senti à ce moment-là les liens étroits qui nous unissaient. Avant cela, j'aurais eu tendance à intervenir, lui suggérant ce qu'elle devait faire et interrompant son processus de découverte de soi en ne l'écoutant pas jusqu'au bout. Depuis, j'ai refait le même exercice avec ma femme, mes enfants, mon personnel, mes clients
en entreprise, les personnes que j'accompagne, plus les participants éventuels à mes séminaires et plusieurs associés en affaires potentielles. Les résultats sont toujours magiques. C'est maintenant votre tour. Prenez quelques instants pour écrire les 4 questions sur une petite fiche et gardez-la sur vous. Prenez l'habitude de répéter l'exercice en posant les questions quotidiennement à l'heure du lunch ou lors d'un dîner par exemple. Commencez en interrogeant des amis, des membres de votre famille. Vous serez surpris de tout ce que vous apprendrez et des rapprochements que cette conversation provoquera. Faites-en usage avec tous vos clients ou vos collègues de travail potentiels. En écoutant leurs réponses, vous apprendrez si une relation d'affaires entre vous est souhaitable. Vous découvrirez si vos produits et services peuvent les aider ou non à atteindre leur but. Si vous sentez de la réticence à répondre à cette ouverture, dites-vous que ces personnes ne sont peut-être pas des associés en affaires idéales pour vous. Elles sont incapables d'entrevoir leur avenir ou de faire des plans d'avenir et vous aurez plus de difficultés à leur venir en aide. S'ils refusent de se confier, ils démontrent par là que la relation de confiance n'existe pas. Sans confiance mutuelle, il est difficile d'édifier une relation d'affaires fructueuse et durable. Une dernière suggestion. Assurez-vous de répondre vous aussi à ces 4 questions. Vous pouvez le faire seul, dans votre journal ou verbalement, en présence d'autres personnes, avec un ami ou un membre de votre groupe de grands esprits. Je voulais juste mettre ma caméra pour vous montrer comment j'ai conçu ces questions. Voilà ce que Jack Canfield nous a demandé de faire. Voilà, la vidéo a un souci. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être la mettre en évidence. Voilà une carte plastifiée sur laquelle moi je l'ai faite. Ça fait des années maintenant. Ça fait des années maintenant. Je l'ai toujours dans mon portefeuille et c'est ça que j'utilisais pour répondre, pour faire mes entretiens. Un jour, j'ai fait un entretien avec une dame, une propriétaire d'une école, un collège, un complexe scolaire, et elle m'a raccompagné jusque dehors. Elle m'a dit, waouh! Je me suis senti vraiment soulagé. Merci. Voilà ce que j'avais envie de partager cet après-midi avec vous.